Le thème de ce soir, c'est donc l'immigration, réalité, cause et solution. C'est un thème d'autant plus important à mon avis que l'immigration, c'est un sujet polémique qui occupe la vie politique de notre pays depuis un certain temps et qui d'ailleurs est toujours, dès qu'il y a un feu d'actualité, mis en avant, de façon justifiée ou pas, on verra, mais qui est toujours mise en avant. Souvent, c'est une position morale qui se substitue à une appréciation politique de la question. Et donc, ça présente deux inconvénients à mon sens. Un, de ne pas pouvoir discuter de l'immigration de façon conséquente, sérieuse et argumentée. Et puis deux, de finir toujours sur ce thème par s'engueuler d'une façon ou d'une autre et à ne jamais pouvoir aller au bout d'un raisonnement, au bout d'une discussion. Donc ce soir, on va éviter. Et je vais essayer d'aborder le sujet à travers 4 points pour éviter ces écueils. Premièrement, je vais essayer d'aborder, quand on parle de l'immigration, de quoi parle-t-on exactement? Deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est comment en parler en termes politiques. Troisième sujet, c'est essayer d'aborder l'escroquerie européenne sur la question migratoire, parce que notamment à la veille des élections au Parlement, tout le monde va avoir sa réponse européenne qui n'en est objectivement et qui ne peut pas objectivement en être une. J'expliquerai pourquoi. Et la quatrième partie que je voudrais aborder, c'est un certain nombre de pistes et de solutions pour aborder cette question. Alors, quand on parle d'immigration, de quoi parle-t-on? Premier point que je voudrais traiter. L'immigration, c'est en fait l'entrée dans un pays ou une aire géographique donnée de personnes étrangères qui viennent pour un long séjour ou pour un court séjour. Le mot immigration vient du latin in migrare, qui signifie entrer dans un lieu. L'immigration, c'est historiquement une question importante. Il existe d'ailleurs des musées d'histoire de l'immigration. Vous en avez un à Paris qui est Porte Dorée, puis vous avez celui qui est mondialement connu, qui est à la Porte de New York, sur l'île de Ellis Island, où notamment se présentaient automatiquement tous les migrants qui voulaient tenter l'aventure de la construction d'un nouveau pays et qui devaient passer par là. Et d'ailleurs, c'est un très beau musée avec des galeries de photos absolument extraordinaires. C'est vraiment une page d'histoire qu'on a sous les yeux. Et donc, si vous y faites un tour, je vous conseille de ne pas aller à New York sans voir ce musée. Ça vaut vraiment le déplacement. Quelles sont les données chiffrées de l'immigration? Alors, d'abord à travers le monde. Les études contemporaines d'archéopaléontologie fondées sur la génétique confirment que de grands mouvements migratoires existent depuis la préhistoire, de l'Afrique vers l'Europe, et se sont poursuivis durant l'Antiquité et durant la Renaissance. Les analyses génétiques montrent qu'il n'y a pas de population moderne, purement nationale ou européenne. Presque tous les Européens, dits des indigènes, présentent des gènes provenant d'au moins 3 vagues migratoires majeures qui sont survenues dans les 15 000 dernières années, donc ça date un peu, mais elles ont existé, dont 2 venant du Moyen-Orient. Dans le monde, seule une poignée, une petite poignée d'individus peut prétendre ne pas être liée à des mouvements migratoires. Il s'agit des aborigènes d'Australie, qui ont des lignées anciennes ou peu ou pas mélangées avec celles de migrants donc venus d'ailleurs. Parfois, l'immigration est organisée à grande échelle, comme ça a été le cas en France, au moment, par exemple, dans les années 1920, où un besoin de main-d'œuvre important dans le domaine du charbon, de l'acier, de l'automobile, de l'armement, ont vu des lois qui encourageaient l'immigration, notamment avec la création, en 1924, de la Société Générale de l'Immigration. Donc c'était organisé, c'était voulu, ça correspondait à un besoin. À partir de 1945, l'immigration est composée de réfugiés de guerre. Elle est composée des résultats de la décolonisation et d'une main-d'œuvre venant des pays plus défavorisés. Donc ça veut dire qu'à partir de 1945, on se rapproche sérieusement de la situation actuelle, de la situation migratoire qu'on connaît aujourd'hui. Dans l'Union européenne, Merkel, qui à l'époque dirige l'Allemagne, est partisane d'une immigration très massive. Jusqu'à la nuit de la Saint-Sylvestre 2015, qu'on appelle en Allemagne la nuit des viols. Orban, en Hongrie, était opposé à l'immigration, et je reviendrai sur la question hongroise. Alors, vous voyez bien que quand on met Merkel d'un côté et Orban de l'autre, c'est difficile
de considérer que l'une est la représentante de la démocratie humaniste et que l'autre, c'est le facho totalitaire qui refuse les migrants. Ça, c'est un raccourci qui ne permet pas de discuter de l'immigration, qui est sans doute satisfaisant pour aller vite, pour balayer le sujet et pour parler d'autre chose, donc pour s'invectiver, pour etc., etc. Mais ça ne permet pas de parler, à mon sens, du cœur du problème, qui est pourquoi la migration, quelle immigration, et comment tenter d'appréhender et de régler la question. Alors par exemple, j'ai parlé de la nuit des viols en Allemagne. Ça va marquer un tournant dans la politique allemande, qui était donc la plus ouverte à l'immigration. En Allemagne, outre Cologne, 11 villes sont concernées par une multitude de viols en cascade dans la nuit de la Saint-Sylvestre 2015. Hambourg, Stuttgart, Bielefeld, Düsseldorf principalement, 12 des 16 Länder sont impliqués dans un bilan revu à la hausse le 24 janvier 2016. Le nombre d'agresseurs est d'abord estimé à 1500, rien que pour Cologne. Les agressions sont coordonnées et commises par des groupes de 2 à 40 hommes, décrits comme étant des Nord-Africains ou des Arabes. Si je parle de ça, si vous voulez, c'est pas... Bon, évidemment, on va me dire, mais à quoi tu joues? Tu jettes là le projecteur sur quelque chose qui n'est pas politiquement correct, qui pourrait avoir un aspect dégueulasse. Pas du tout. Je ne fais qu'aborder dans ce sens une réalité et que je l'aborderai dans l'autre sens également. Mais les faits sont ce qu'ils sont, et ils sont, qu'on le veuille ou pas, à mon sens, incontournables. Les suspects sont principalement des demandeurs d'asile et ou des immigrés en situation illégale. Le nombre de plaintes à Cologne ne cesse de croître du 4 au 21 janvier 2016, passant de 30 le lundi 4 janvier à 1088 le 17 février, concernant plus de 1049 victimes. Alors, l'Allemagne est confrontée là à un phénomène intéressant qu'on connaît un peu ici aujourd'hui. Silence de la police et des médias, laxisme policier, déclaration de la mairie de Cologne qui, au lieu d'aborder le problème frontalement, incrimine les femmes allemandes comme étant des provocatrices. Retard pris par les médias, surtout les télévisions publiques, qui, bloc-out total, on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas ce que ça pourrait provoquer. Bref, pour rapporter les faits, toutes ces attitudes sont évidemment vivement critiquées dans les jours qui suivent et n'arrangent pas les choses. Parce qu'en réalité, dans la population, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où il y a silence général, où il y a un déni de réalité, ça produit très exactement l'inverse de ce pourquoi ceux qui se taisent se taisent. Et toutes les théories sur cette violence migratoire sont mises en avant et sont développées. C'est la politique du non-dit, soit dit en passant qu'on connaît un peu en France, parce qu'il y a une réalité. Lorsqu'il y a des faits, notamment de délinquance qui existent, si c'est Alfred, Jacques ou Michel, on va dire c'est Alfred, Jacques ou Michel. Si c'est un prénom qui a une autre consonance sans savoir exactement pourquoi ni de quoi il s'agit, eh bien on n'en parle pas parce que ça pourrait provoquer, etc. Je pense que là, il y a une attitude face à la réalité qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle produit des résultats qui sont exactement, je le dis, le contraire de ceux qui seraient recherchés. 6 semaines après les faits, la police allemande fait un point sur l'enquête. À Cologne, sur 1088 plaintes déposées, 470 concernent des agressions sexuelles, 618 des vols, des coups ou des blessures. Évidemment, bon, il serait particulièrement crétin de considérer et de conclure que tous les migrants, légaux ou clandestins, sont des violeurs qui s'ignorent. Ce serait d'une absurdité totale. D'autant plus qu'à l'heure de MeToo, je tiens à préciser que ce serait une absurdité, car même si les militantes et les militants de MeToo, partisans de la convergence des luttes, se trouvent au cœur d'une contradiction, défendre les migrants d'une part et défendre les femmes parce que ce sont des femmes de l'autre. Là, ça devient compliqué dans les cas d'espèce dont j'ai parlé. Il est par contre évident que ce serait absolument absurde de généraliser une attitude comme une autre, mais de tout généraliser. De généraliser qu'un migrant, parce qu'il est migrant et qu'il a beaucoup subi dans sa vie, ne peut pas commettre ces actes, comme de généraliser parce que certains les commettent et les ont commis au même titre que d'autres qui ne sont pas migrants, que ces actes ne peuvent pas être commis par ceux qui ont été victimes précédemment. Toutes ces généralisations seraient aussi absurdes les unes que les autres. La question culturelle est sans doute centrale sur ces problèmes. La question religieuse avec, l'islamisme et l'immigration, lorsqu'ils sont rapprochés, créent un cocktail absolument catastrophique dans les populations. Alors j'y reviendrai, je passe pour le moment là-dessus. D'après le rapport du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement qui a été remis en 2006,
le monde compterait près de 200 millions de migrants. Un tiers viendrait d'un pays développé vers un autre pays développé. Un tiers environ se rendrait d'un pays en développement vers un autre pays en voie de développement. Et un autre tiers viendrait en gros d'un pays en voie de développement ou sous-développé vers un pays développé. Ce sont évidemment ces migrations-là auxquelles nous sommes à peu près confrontés. En France, comment le problème se pose? Chaque pays adopte ses propres normes pour identifier les immigrés et pour en faire un comptage. Ceci affecte directement, évidemment, d'un pays à l'autre, la quantité de migrants que l'on peut dénombrer. Ainsi, en France, on réserve la dénomination d'immigrés aux seules personnes nées étrangères à l'étranger, en excluant les personnes nées françaises. Par exemple, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Par exemple, les harkis, par exemple, les rapatriés d'Algérie, par exemple, etc., qui, français, sont arrivés en France en tant que Français, et pas en tant qu'immigrés. Dans tous les pays, c'est pas comme ça. Donc, vous voyez bien que le décompte, ensuite, va être un peu compliqué pour faire des comparaisons précises. Sur les titres de séjour délivrés en France, tous motifs confondus, à savoir économique, familial, étudiant ou humanitaire, on a les chiffres suivants. En 2016, 230 353 titres de séjour accordés. En 2017, 262 000. En 2022, 316 174. Et en 2023, 323 260. En gros, on pourrait dire que ça fait un peu plus d'1 million et que c'est assez peu par rapport aux 60 millions de Français. Ce n'est pas complètement vrai parce que tout ça, ça crée des cumuls et ça crée ensuite des chiffres plus importants lorsqu'on regarde l'évolution des populations elles-mêmes une fois arrivées sur le territoire. Plus d'1 million en 8 ans, en constante augmentation. À ce stade, dans les 20 années qui viennent, ce sont des millions venant d'ailleurs qui seront sur le territoire national. Pourquoi pas? Mais cette réalité, à nouveau, est une réalité qu'il s'agit de ne pas nier et qu'il s'agit de reconnaître pour ce qu'elle est. Avec les problèmes culturels et économiques que cela implique, notamment le déracinement des deuxième et troisième générations, ça pose en effet quelques problèmes au niveau national. Ça, c'est ce que l'on voit à travers un certain nombre de faits qui sont évoqués, qui ne relèvent pas du fantasme, qui relèvent là aussi de réalité. La question liée, et je l'aborderai dans les solutions, est celle non de l'intégration, mais de l'assimilation des populations en question. C'est comme ça que je vois la question, et je vous l'exposerai en fin d'exposé. Pour les millions qui viennent migrer, ce ne sont pas des préoccupations très humanitaires qui guident le pouvoir politique, qui réunit les bonnes consciences et le pouvoir. L'objectif économique de Macron, par exemple, est exprimé par Darmanin lorsqu'il commente ces chiffres. Que dit le président de la République? Je cite, plus exactement, que dit Darmanin concernant la position d'Emmanuel Macron? Je cite, « Le nombre de titres de séjour reste stable, avec, il est vrai, une augmentation des titres au motif économique, des étudiants, des personnes qui viennent travailler chez nous, et moins de titres familiaux. C'est la volonté du président de la République de favoriser l'immigration économique dans certains secteurs. » Donc, on a là une conjonction objective entre ceux qui préconisent l'immigration au nom de la misère ambiante et ceux qui l'organisent, qui trouvent d'ailleurs bonne grâce aux yeux du MEDEF, qui tous les jours nous explique que le coût du travail est trop important et qui, lorsqu'il voit arriver des immigrés pour prendre des boulots qui ne sont pas pris par des gens qui réclament une convention collective, des salaires et la possibilité de se syndiquer, le MEDEF ne voit pas ça du tout d'un mauvais œil. Exemple dans le bâtiment, par exemple, ou dans la restauration. Tout ça sont des exemples que tout le monde connaît. Les pays d'origine, par ordre d'importance, donnent le classement suivant. Algérie, Maroc, Chine, Tunisie et États-Unis d'Amérique. Pour les demandeurs du droit d'asile, il y en a eu 167 432 en 2023. Les pays d'origine des demandeurs de droit d'asile sont, dans l'ordre, l'Afghanistan, la Guinée, la Turquie, la Côte d'Ivoire, le Bangladesh, le Congo, la Géorgie, le Soudan, la Russie, le Sri Lanka. Au total, la population immigrée est de 7 millions, soit 12,8% de la population nationale. Les immigrés vivant en France selon leur continent de naissance en 2022 viennent pratiquement à 50% d'Afrique, à 30% d'Europe, 15% d'Asie et 8% d'Océanie et d'Amérique. Ça m'amène à l'Afrique
dont il faut dire un mot. Parce que, peut-être le terme va vous choquer, il y a une bombe migratoire qui va arriver, qui n'est maîtrisée et abordée par personne, et qui va poser de sérieux problèmes à tout le monde. L'Afrique est devant un drame démographique central, si on ne fait rien, vite et au niveau mondial. Et ce drame va s'imposer à l'Afrique, mais à nous aussi. En 1950, il y avait 250 millions d'habitants en Afrique. Les prévisions donnent 2,5 milliards en 2050. L'évolution donne en 2000 800 millions, en 2010 1,55 milliard, en 2023 ils étaient 1,460 milliard habitants. Et donc en 2050, prévision fourchette raisonnable, 2,5 milliards. L'Égypte, c'est un bon exemple pour comprendre cette situation. En 1970, elle était peuplée de 22 millions d'habitants. En 2023, plus de 112 millions, soit 1,3 million de plus par an. Non, mais c'est important ces chiffres, parce que suivez la réalité, ça c'est la vérité des prix. Ça. Après, on peut avoir une discussion morale sur toutes ces questions. La réalité, elle est objective, elle est matérielle. Et c'est par rapport à cette réalité qu'il faut discuter, et pas par rapport à une vision idéalisée d'un côté ou extrêmement affolée de l'autre. Non, la réalité est ce qu'elle est. Au Niger, les femmes ont en moyenne 7,1 enfants chacune. Le Nigeria comptait en 70-80, 80 millions d'habitants. Aujourd'hui, il en a 223 millions. Donc deux idées, à mon sens, devraient émerger avant d'aller plus loin. Quand on prend ces chiffres, qui eux, à nouveau, ne relèvent pas d'une vue de l'esprit, mais relèvent d'une réalité objective. Première idée, c'est la maîtrise de la croissance démographique. Donc l'aide publique subordonnée à cette maîtrise devrait être une cause mondiale et africaine d'abord. Parce que, si je puis dire, les Africains vont être aux premières loges. Hein. La deuxième idée, c'est qu'on devrait balayer les illusions qui ont cours dans les milieux bobos, notamment en France, qui veulent que l'explosion démographique cessera avec l'élévation du niveau de vie. Car c'est exactement l'inverse que nous constatons dans les 50 dernières années. Une fois qu'on a vu la photographie d'ensemble, voyons rapidement les réponses qui sont apportées. Droite et gauche, il y aurait d'un côté des humanistes et d'autre côté des fachos. D'un côté, ceux qui disent aux immigrés « Venez les gars, il y a du feu chez nous ». De l'autre côté, des fachos qui disent « Eh oh, attention, point trop d'enfants ». Ces catégories qu'on s'envoie à la figure permettent de ne pas discuter des réalités telles qu'elles sont. Le sujet, c'est ce qu'on a vu à travers mes exemples, que je pourrais développer. C'est quoi le sujet? Le contexte pèse sur la façon d'aborder l'immigration. Lorsque tout va bien, ce n'est pas un sujet, l'immigration. Exemple, les années 1920 en France, où vous avez même un secrétariat à l'immigration qui est organisé pour faire venir des immigrés. En période de reconstruction, par exemple, les pays européens demandent des immigrés. Une main-d'œuvre qui présente l'avantage d'être pas chère et qui, par le travail, trouve sa place, veut s'affirmer et prétendre à une nouvelle nationalité. Exemple, les Italiens. Nous, on est bien placés pour ça. Roma Capeu, c'est les Italiens qui l'ont fait. Quand ils sont arrivés, c'était des immigrés, ils étaient assez forts pour manier les pierres, pique et pelle, comme on dit, et ils sont allés construire l'acheté, et puis ils ont fait la côte, et puis voilà. Et puis ils sont très vite intégrés, et ils ont été assimilés comme étant des gens qui étaient en place. Les Polonais, qui eux, dans les mines du Nord, ont fait leur taf. Les Espagnols, notamment dans tout ce qui a été considéré comme étant le domaine de l'agriculture, etc. Bon. Ou encore les Européens, qui sont allés en Amérique, et qui, eux, tranquillement, sont allés construire l'Amérique, etc., et ont trouvé leur place. Mais en période de pénurie, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus appréhender de la même façon l'immigration. Sur fond de crise sociale et économique, de mondialisation destructrice d'emplois, synonyme de désindustrialisation de régions entières, de déclassement et de précarité, eh bien l'immigration devient de fait une bombe à retardement, une bombe à fragmentation. Une bombe à retardement car tôt ou tard,
ça ne peut que péter, et j'expliquerai pourquoi, mais je pense que tout le monde le sait ici, même s'il veut se le cacher, et une bombe à fragmentation, parce que ça touche tous les secteurs de la société, rien n'est épargné. Les citoyens installés d'ailleurs, qui sont des migrants de fraîche date, qui sont installés, eux-mêmes produits donc d'une immigration récente et passée, ne peuvent en général accepter de disparaître et d'être remplacés. Et donc c'est la fragmentation parce que ça touche tous les secteurs de la société. Il y a un exemple dont je voudrais vous parler, c'est la Pologne. Parce que la Pologne, qui a été qualifiée de pays dirigé par des fachos sur la question de l'immigration, alors bon, c'est vrai que la Pologne n'a pas été d'une politique, d'une souplesse absolue, nous sommes bien d'accord. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi ça a eu prise sur une population, qui elle est une population globalement qui n'est pas plus facho que ce que nous le sommes les uns et les autres en tant que population, en tant que collectivité. La Pologne a été réduite à une caractérisation de l'extrême droite. Il n'y aurait donc plus rien à voir. Macron, d'ailleurs, dans ses campagnes européennes, met en avant l'axe du mal. Tusk, Orban, Meloni et Le Pen, pour se présenter comme le défenseur des valeurs démocratiques et humanitaires. En réalité, toutes les questions sociétales y passent, de l'avortement aux immigrés, bien sûr, dont il se fait pour l'occasion le meilleur défenseur. Soit dit en passant, Meloni, par exemple, en Italie, elle est tout aussi macroniste que Macron lui-même. Elle est totalement eurocompatible. La seule différence, c'est qu'elle est peut-être un peu plus sociale que ce que Macron l'est en France. Mais Renaissance et Meloni, ils font pour les européennes. Pardon ? Renaissance et Meloni sont ensemble les européennes. Oui, mais je m'en fous des européennes. Je te dis, dans la vie concrète, Meloni au pouvoir, elle est tout aussi eurocompatible. Meloni est plus sociale que Macron. Enfin, moi, je sais pas. Je le pense, mais on en parlera dans la discussion. Je le pense, oui. Tu me diras d'ailleurs, c'est pas très compliqué d'être plus social que Macron, mais nous en parlerons dans la discussion avec des exemples précis. Alors, revenons à la Pologne. Pourquoi donc la politique anti-immigrée a eu une telle prise dans cette nation? C'est ça la question. Pourquoi un tel écho dans la population polonaise? Premier point, comme toutes les anciennes républiques soviétiques, dans lesquelles l'extrême droite anti-étranger est en vogue, la Pologne est d'abord marquée par un net déclin démographique. En 1989, le taux de fécondité tombe sous le chiffre de 2,10 enfants par femme nécessaires pour assurer le remplacement des générations. Peu à peu, le Polonais a le sentiment d'être une espèce en voie de disparition. En fait, la peur et l'angoisse vont se propager dans la population polonaise. Dans les années suivantes, la baisse du taux de fécondité s'approfondit rapidement pour atteindre en 1995 un niveau autour de 1,6 qui a depuis encore baissé. Ainsi, le chiffre des naissances a subi une forte baisse qui se poursuit actuellement. La Pologne n'a fait que suivre rigoureusement le même chemin que tous les autres pays anciennement communistes d'Europe de l'Est. Ce pays rejoint ainsi le groupe des pays européens à très basse fécondité, comprenant entre autres l'Allemagne, voisine, l'Espagne et l'Italie. Ce sentiment de disparaître crée un réflexe qui s'oppose au remplacement. En réalité, le Polonais ne veut pas devenir un Kleenex usagé qui, à l'échelle de l'histoire, est rejeté une fois qu'on l'a utilisé. Dès lors, une question. Pourquoi un tel déclin démographique? Parce que ce sont ces questions-là, à mon sens, que le problème migratoire doit nous permettre d'aborder. Sinon, je veux dire, l'intérêt est assez limité. On est pour, on est contre. J'en reviens à tout à l'heure. Point de vue moral et non pas politique sur le problème. Ce sont des causes sociales et politiques qui sont à l'origine du déclin en Pologne. Au cours des années 90, au début des années 2000, l'insécurité de l'emploi s'est fortement accrue. 20% de la population active était au chômage au premier trimestre 2004. Et les salaires demeuraient inférieurs à la moyenne européenne. Les aides de l'État pour la famille sont minimes. Et la crise du logement fait que beaucoup de jeunes couples doivent résider chez leurs parents. En outre, le nombre de crèches est extrêmement faible en Pologne. Enfin, bien des femmes ayant un emploi craignent de ne plus pouvoir réintégrer l'entreprise après un congé de maternité. C'est sur ce terreau que le Parti conservateur Droit et Justice, les initiales c'est le PiS, a su imposer en 2015 la crise des migrants comme thème politique majeur des campagnes électorales, après la décision par le gouvernement en place d'accueillir 10 000 réfugiés. Il est là le terreau
qui fait qu'il y a prise dans la population polonaise. Donc c'est au terreau qu'il faut s'attaquer. C'est de ce terreau dont il faut discuter. L'irrationnel domine avec des arguments les plus absurdes à partir de là, qui ont une prise sur un électorat apeuré par sa perte d'identité. Menaces sanitaires dues aux réfugiés, choléra qui se propage en Grèce, dysenterie avienne, parasites protozoaires sans danger dans leur organisme à eux, mais dangereux ici. Et d'autres mensonges et bêtises ont occupé à tout va l'espace médiatique. L'ex-premier ministre, Jarosław Kaczyński, président du PiS, a saisi l'importance de la question nationale exploitable à son compte en désignant le réfugié comme étant responsable de cette situation. Il développe ainsi une série d'arguments qui font louche. Je cite, « Regardons ce qui se passe en Europe, ou tout au moins en Suède. Il y a 54 zones où la charia s'applique sans contrôle de l'État. Les gens ont peur d'accrocher des drapeaux sur leurs bâtiments scolaires, c'est leur coutume, juste parce qu'il y a une croix dessus. En Suède, les écolières n'ont plus le droit de porter des tenues courtes, car ce n'est pas apprécié par les autres. Et que se passe-t-il en Italie? Les églises sont occupées, quelquefois utilisées comme des toilettes. Et en France, les émeutes qui n'en finissent plus, la charia qui s'est imposée et les patrouilles qui surveillent son application. Les mêmes phénomènes se produisent à Londres et dans la résiliente Allemagne. Est-ce que vous voulez cela pour la Pologne? Voulez-vous saucer d'être des propriétaires de votre propre pays? Non, ce n'est pas ce que veut le peuple polonais. » Voilà le discours qui est tenu. Alors, soit dit en passant, dans les années 2015, ces arguments sont grossiers. Aujourd'hui, quand une jeune fille en France se fait casser la gueule et est envoyée à l'hôpital parce qu'elle porte une jupe et que ses copains considèrent qu'elle s'européanise, merci, qu'elle s'européanise de façon scandaleuse et que donc elle a le sort qu'elle mérite, on se rend compte que ce qui était grossier en 2015, c'est pas seulement marginal aujourd'hui, c'est un réel fait qui mérite d'être apprécié et qui mérite en même temps d'être considéré. Alors, la question sociale en toile de fond de cette situation reprend ouvertement le dessus dans un pays catholique où pourtant la charité est censée s'opposer à l'égoïsme. Aider les pauvres, les victimes de la guerre, oui, mais pas au détriment des Polonais qui aussi sont victimes et sont délaissés, disent les associations polonaises. Point de vue en réalité assez légitime. Je cite, « Nous avons nos Polonais qui vivent en Ukraine, dont certains dans l'Est, à Mariupol par exemple. Ils ont autant besoin de notre aide et n'en ont pas assez reçu. » Cette thèse reçoit l'oreille des Polonais. Nous devons penser à notre jeunesse également, disent les mêmes. Peur de précarisation, peur du terrorisme, de se retrouver noyé dans une population halogène, de perdre son identité, de voir se diluer la nation dans une mondialisation destructrice des modes de vie, du travail, de la sécurité, des traditions, des spécificités culturelles, forment ainsi le terreau du PiS en Pologne. La situation polonaise dépasse la Pologne, c'est pourquoi je vous en parle. Dans toute une série de pays d'Europe, les germes sont identiques, plus ou moins développés, mais exactement de même nature. L'exemple polonais, ce qu'il révèle, pose clairement l'alternative suivante. Faudrait-il, au nom de la prudence, rejeter le migrant pour éviter les questions politiques, ou au contraire, traiter les questions politiques pour accompagner une politique migratoire claire, affirmée, conforme aux impératifs humanitaires, tout en étant respectueuse de la question nationale et ferme sur les priorités et la volonté du peuple français. Les mots ont leur importance et souvent ils sont interchangés à des fins pas toujours avouées. Nous avons ici une spécialiste du vocabulaire, donc je pense qu'elle ne me contredira pas. Pour appréhender le sujet, il faut en effet être précis pour savoir de quoi on parle. Il y a des étrangers, il y a des immigrés, aujourd'hui il y a des migrants, propulsés par des images de canaux en perdition sur la Méditerranée. Tout est évoqué pêle-mêle, sans distinction, sans permettre au fond de savoir exactement de quoi on parle et donc quelles mesures pourraient être prises, à la fois dans le sens du respect des personnes et du respect du modèle social et démocratique auquel nous sommes tous tant attachés. Un étranger, c'est un individu qui a une autre nationalité. Un migrant, c'est un étranger venant s'installer en France. Un réfugié, c'est un migrant qui remplit quelques critères, dont celui de sa sécurité, qui serait menacé de l'endroit d'où il vient. La confusion a un but classique. Victimiser l'autre pour interdire toute réponse qui serait considérée illégitime au regard du droit et de l'humanisme commun. Minimum. Si on victimise, en réalité,
on réduit toute approche dubitative de l'immigration à un égoïsme absolument insupportable. Par exemple, restons aux Polonais fachos, alors qu'on a vu que tout cela est beaucoup plus compliqué que la caractérisation du Polonais en tant que tel. Par exemple encore, une question anecdotique mérite intérêt, la question des punaises de lit. Je vais vous donner quelques exemples comme ça, qui ont décrié notre actualité et qui ont reçu un certain nombre de réponses que moi je trouve assez ahurissantes. Les punaises de lit, lorsque les médias ont évoqué le rapport entre les bestioles et l'immigration, ils ont été qualifiés de fachos. Pourtant, le professeur Jean-Pierre Bourassa, docteur en biologie et entomologie, ne se contentait pas de questionnements, mais affirmait dans son ouvrage de référence « Le monde fascinant des insectes », je cite, « Depuis le début du nouveau millénaire, la punaise des lits se propage de façon inquiétante. Elle profite en particulier de l'essor des moyens de transport et de l'immigration, qui implique l'entrée de bagages importants et d'effets personnels, dont literie et vêtements. » La gale, c'est un autre bon exemple. Le maire adjoint d'Orléans, qui s'était vu cloué au pilori par certains beaux esprits, qui avaient voulu le crucifier pour avoir osé écrire que certains migrants étaient porteurs de gale. D'aucuns à l'extrême gauche, et dans le milieu wokiste, peu économe, comme toujours de leur fantasme, l'avaient comparé avec les antisémites du Moyen-Âge qui associaient les Juifs et la peste. Quelques années plus tard, il ne s'agissait plus que d'un fait tellement incontesté qu'Amnesty International elle-même alertait le pouvoir sur cette réalité sanitaire. Autre réalité, l'insécurité, le trafic et la violence. Bien sûr, sans immigration, il y a aussi de l'insécurité, il y a aussi des trafics, il y a aussi de la violence. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on est immigrant qu'on n'en fait pas partie à certains moments, en fonction de l'individu que l'on est, des besoins qui sont les siens. Pour le trafic, on ne parle jamais du trafic d'êtres humains, digne du trafic d'esclaves. Et pour la violence, elle est en général partagée d'abord jusque dans les milieux immigrés eux-mêmes. Derrière les définitions, on peut affirmer que nul statut ne donne un droit particulier, ni le statut d'étranger, ni le statut d'immigré, sauf celui de réfugié qui donne un droit, une fois la réalité établie. Cela étant, quelle que soit la situation de tout étranger, migrant ou réfugié, il n'a que le droit que la nation veut bien lui accorder, et c'est normal. Il ne suffit pas de risquer sa vie sur les flots, je suis désolé de le dire, c'est ce que je pense, il ne suffit pas, à mon sens, de risquer sa vie sur les flots pour se retrouver accueilli, de plus dans des conditions souvent déplorables. Quand on voit la façon dont ça se passe, je ne reparlerai pas de la porte de la Chapelle à Paris, mais elle est gratinée. Pour conclure cette partie, les uns ignorent ou font mine d'ignorer les mouvements historiques qui font de l'immigration une réalité incontournable. On n'empêche pas les mouvements de population, les grandes migrations. Et puis les autres nient les questions de fond qui font appel aux notions fondamentales qui nous rassemblent ou qui nous divisent, la nation, la République, la loi, mais aussi l'humanité, les pouvoirs publics, la responsabilité collective et individuelle, la souveraineté nationale et populaire, et donc la possibilité, sinon la nécessité, d'encadrer, voire, si nécessaire, de limiter l'immigration. Reconnaître que celle-ci peut constituer une menace, aussi dure que soit le constat, pour les personnes concernées. Mon troisième point, c'est quelle solution est l'escroquerie européenne. Ça va aller assez vite. L'hypocrisie est de plus en plus générale, car l'Europe dicte sa loi. On nous dit de bien voter, et que ceux pour qui on aura bien voté feront le reste. Eh bien, c'est complètement faux. L'Europe, indépendamment du vote des citoyens de chaque pays, impose un point de vue là-dessus, comme sur le reste. Le traité pour le fonctionnement de l'Union européenne, qui vise, je cite, une approche équilibrée d'immigration légale et d'une immigration clandestine, a d'ores et déjà décidé. Article 67. Des entrées de séjour, de sortie du territoire, de tous les territoires. Article 68. De passer de recommandations et lignes directrices à un objectif de transposition et de mise en œuvre des décisions européennes au niveau national. Article 77. Du regroupement familial. Article 78. Du droit d'asile. Article 79. Des expulsions du territoire, des accords avec des pays tiers visant la réadmission dans le pays d'origine ou la provenance. Article 80, des principes de solidarité et de partage équitable entre les États membres, y compris sur le plan financier, pour mener les politiques d'immigration. Tout cela,
c'est d'ores et déjà décidé. Donc lorsque l'on entend des gens qui se présentent au suffrage des Français ou d'autres nationalités expliquer que si on vote bien, la question de l'immigration sera réglée, humanisée, dans un sens ou dans l'autre, c'est une escroquerie absolue. D'ores et déjà, l'Union européenne a pris cette décision depuis un moment d'ailleurs, et c'est pour ça que les questions se posent comme elles se posent en Europe. La Cour de justice est désormais pleinement compétente dans le domaine de l'immigration et de l'asile. La politique de migration légale et clandestine se décide à la majorité qualifiée. Il n'y a plus de souveraineté des États. Ça vient du traité de Lisbonne 2009. Je voudrais d'ailleurs vous faire signaler une chose, c'est ce qu'ils veulent établir pour toutes les questions en Europe. Supprimer la règle de l'unanimité pour tout faire passer sur la base d'un vote à la majorité qualifiée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, une coalition de pays veut vous imposer en France un certain nombre de lois ou de directives, vous n'aurez plus le droit de dire « je pose mon veto, je n'en veux pas chez moi ». Les autres imposeront chez vous ce qui se passera. C'est la destruction des nations, c'est la destruction de la démocratie, c'est la destruction de la souveraineté nationale et du pouvoir des États de se diriger eux-mêmes comme ils l'entendent. Et ça, c'est au cœur aujourd'hui d'un nouveau traité, qui est un traité de modification des traités européens. C'est cela qu'ils veulent aujourd'hui faire passer. Ce pour, d'ailleurs, il n'y a que la France Insoumise et le Rassemblement National qui ont voté contre. À l'Assemblée nationale, ils ont tous voté pour que ça passe au niveau européen et au niveau national. Ce qui est quand même... personne n'en parle, mais c'est le problème des problèmes. Savoir si on reste une nation en tant que telle, si on reste souverain en tant que tel sur les questions qui nous sont chères, ou si on ne l'est pas. Alors, je fais grâce des articles qui sont aussi nombreux qu'il y a de catégories de migrants. Il y a un article pour les migrants hautement qualifiés avec carte bleue européenne, un article pour les saisonniers, un article pour le détachement, un article pour la recherche et les études, un article pour les réfugiés, un article pour le regroupement familial qui va au-delà de l'avis du droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour les migrants irréguliers, une directive établit une définition commune de l'infraction d'aide à l'entrée, au transit et au séjour irrégulier. Une autre prévoit des sanctions pénales, une autre prévoit le retour, une prévoit des sanctions à l'encontre des employeurs, ce qui n'est radicalement jamais le cas. Il suffit de voir à nouveau ce qui se passe dans la restauration, dans le bâtiment et ailleurs. Donc, tous ceux qui disent « votez pour moi, je réglerai le problème de l'immigration », globalement, se moquent de nous. Sur l'immigration comme sur les restes, il n'y a à mon sens qu'une seule solution, et j'en termine avec cette question sur l'escroquerie européenne, c'est la rupture avec l'Union européenne. La quitter le plus vite sera le mieux. Quitter un cadre qui organise la guerre à l'extérieur et globalement qui organise cette espèce de pagaille migratoire à l'intérieur de chaque nation. Il ne peut y avoir de solution dans le cadre mondialisé et capitaliste qui domine. Il faut reprendre ces affaires en main, d'où quelle solution raisonnable pourrait être mise en avant. Ce sera mon dernier point. L'immigration n'est donc pas une question sociétale qui opposerait les généreux aux autres. C'est une question politique qui appelle un débat politique pour bâtir des réponses qui dépassent le clivage entre les bons qui tendent la main et les autres vite qualifiés de fachos qui rejettent les différences. Concernant l'immigration légale, comment prendre le problème? Elle devrait, à mon sens, être conditionnée à un pacte républicain qui doit permettre non pas l'intégration, qui est un mot très vague et qui n'est pas organisateur de régularisation et d'organisation de la société avec des populations étrangères, mais qui devrait, pacte républicain, qui devrait permettre l'assimilation des populations en question. L'immigration peut être acceptée dans des normes décidées et maîtrisées. La France doit notamment pouvoir accueillir une part définie destinée à trouver une formation qui sera, dans un délai fixé, réinvestie dans les pays d'origine pour reconstruire ces pays dans le domaine économique, industriel et surtout agricole. C'est l'intérêt collectif qui doit primer et non l'égoïsme individuel. En réalité, accueillons, formons et renvoyons pour être utiles dans les pays d'où viennent les personnes en question dont les pays ont besoin. Le pacte républicain devrait conduire à une politique migratoire qui comprend 1. L'apprentissage de la langue. 2. La scolarisation des enfants dans la langue nationale. 3. L'encouragement pour ces populations à demeurer chez eux, pour y agir, se battre, renforcer leur pays, qui sans eux ne pourront se développer, ou lorsque la guerre les a détruits, pour les reconstruire. Et si l'encouragement ne suffit pas, l'incitation contraignante.
4. L'apprentissage ou le travail. 5. Le respect des règles qui sont les nôtres, dont au premier titre la laïcité. Et 6. De façon générale, le respect des droits de chacun et des devoirs qu'il doit accomplir. Concernant l'immigration illégale, l'opposition résolue à l'immigration illégale s'appuie sur 3 critères qu'il est toujours possible de remettre en cause, mais alors il faut le dire. Il ne faut pas tourner autour. On peut les remettre en cause, hein, tout le monde, on a le droit, je veux dire, de penser ce qu'on pense, mais il faut l'affirmer. Quels sont ces critères? 1. La préservation de ce qu'il reste de règles sociales acquises de longue lutte, sécurité sociale, emploi, conventions collectives, etc. On peut dire, on doit accepter l'immigration irrégulière et l'immigration sans limite, mais ça veut dire que ça, notamment la préservation de ces questions-là, n'est plus possible parce qu'on ne pourra pas sous le nombre les préserver, donc il faut revendiquer le fait qu'on va vers la suppression de la Sécu, des emplois, des conventions collectives, etc., et que le MEDEF pourra employer comme il le veut. On peut le penser, mais il faut l'affirmer. Deuxièmement, la préservation des conditions de vie, qui demeurent avantageuses, car l'immigration illégale constitue une pression à la baisse, notamment sur les salaires, sur les emplois, etc. Troisièmement, la défense des immigrés eux-mêmes. Elle constitue en effet une main-d'œuvre non déclarée, pour laquelle les règles de protection sociale, de salaire minimum et de sécurité au travail ne s'appliquent pas, dans la construction, la restauration notamment, et aujourd'hui dans les nouveaux métiers de l'économie ubérisée. Donc il faut dire, si on est pour maintenir et soutenir ce type d'immigration, eh bien qu'on est pour que ces immigrés emballent sérieusement, parce que c'est la règle de ceux qui viennent, de ceux qui arrivent, et de ceux surtout qui les font venir. La défense des immigrés eux-mêmes, qui sont l'objet d'un nouveau trafic d'êtres humains, au profit de nouvelles mafias organisées. La défense des immigrés à travers leur propre pays, les pouvoirs locaux voyant avec soulagement partir des populations dans la force de l'âge, qui sur place dans leur pays devraient, en toute logique, contester, s'organiser et combattre pour modifier les réalités économiques, sociales et politiques qu'elles fuient. L'immigration n'est donc pas une question sociétale, mais bien politique, qui exige des réponses, d'autant que l'immigration illégale ne représente sans doute pas en France la majorité des situations de présence clandestine. Celle-ci résulte en France plus souvent du détournement de procédures légales d'immigration, notamment du droit d'asile, des visas touristiques ou des visas étudiants. Le résultat fait paraître un stock de demandeurs d'asile déboutés, par exemple, qui restent sur le territoire et ne sont pas reconduits. Cette immigration est inacceptable, quel que soit le point de vue adopté. Elle est explosive avec des bidonvilles qui ne peuvent cohabiter dans les quartiers ou villes, où culturellement, socialement, les seuils atteints rendent impossible de retrouver les points de repère établis. Bon, alors c'est pas sympa de dire ça, de le constater, mais malheureusement, c'est ainsi que le problème se pose. Freiner l'immigration, c'est à la fois une exigence locale, car nous pouvons vivre en accueillant tous ceux qui le désirent, et une exigence extérieure, les pays concernés ont besoin des forces vives potentielles qui prennent la poudre d'escampette. Pour cela, il y aurait quelques mesures d'urgence. 1. Il faut affirmer notre détermination à nous opposer au pillage des ressources qui organisent la ruine et n'offrent comme seule perspective aux forces vives que la fuite. Les pillages, c'est l'œuvre des grandes compagnies et des grandes fortunes. Bolloré, Total et quelques autres, qui doivent cesser et leurs auteurs doivent être mis hors d'état de nuire. La présence française en Afrique doit prendre fin radicalement de notre fait, car sinon nous serons rejetés et nous n'aurons rien à y gagner. Il y a, je ne sais pas si... Oui, c'est quasiment déjà fait. Enfin bon, on s'accroche encore, mais c'est quasiment déjà fait. Je ne sais pas si vous avez en mémoire cette image de Macron qui va, je ne sais plus dans quel pays, qui est avec le chef d'État africain dans un amphithéâtre, il parle, et qui, à un moment donné, il y a un problème d'électricité. Et il dit, vous avez des problèmes d'électricité dans votre pays, dit-il en donneur de leçons. Le mec lui dit, bah oui, on a des problèmes d'électricité, quoi. On est en Afrique, en gros. Et puis le chef d'État se lève, et à ce moment-là, Macron le regarde et lui dit, tiens, en plus, il va réparer l'électricité lui-même. La climatisation. La climatisation, ouais. Bon, il va réparer la clim lui-même. Et donc, si vous voulez, c'est clair que là, il y a des relents, qui ne sont pas seulement des relents, mais qui sont en même temps des faits d'actualité, parce que ça, c'est pour l'anecdote. Mais la réalité, c'est les Bolloré, les Total et les autres, qui continuent à piller ces ressources, et qui, en effet, les pillant, s'en foutent plein les poches, et ne laissent d'autres choix, souvent
à des gens qui pourraient rester sur place que de s'en aller et de migrer, ce qui ne fait pas notre affaire. Disons. À bas la guerre, deuxième mesure d'urgence, qui saccage et déplace des populations entières. La Libye sous Sarkozy a montré ses preuves. Ça a déstabilisé toute la région et mis sur route et sur mer des dizaines de milliers d'individus. Sans remonter à l'Afghanistan, à l'Irak, et sans aborder aujourd'hui l'Ukraine et la Russie, parce que, on y est en plein. Troisième point, des transferts de technologies, si nécessaire, devraient être envisagés pour fixer les populations dans leur pays. Et sur place, les migrants qui seraient acceptés pour une durée donnée chez nous, en vue d'une formation, ont pour vocation d'être utiles non à quelques employeurs français qui y trouvent leur avantage et une main-d'œuvre bon marché, mais à leur pays d'origine, où ils prendront l'engagement de mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquises ici. Quatrièmement, il est impossible de combler les lacunes de l'Union européenne dans ce domaine, celui de l'immigration, comme dans d'autres. L'Union européenne est construite comme outil politique non transformable. De plus, les décisions qui hier demandaient l'unanimité seront prises à la majorité qualifiée, comme je l'ai déjà dit. Nulle nation n'aura plus son mot à dire. Une seule solution donc, et ce serait une mesure d'urgence, la rupture avec l'Union européenne, à laquelle doit être substituée l'union libre des nations qui décident de coopérer librement entre elles. Cinquièmement, reprendre le contrôle de nos frontières nationales, de notre souveraineté, contre les accords de Schengen, qui est soldé par une faillite, notamment en Grèce et en Italie. Parce que je veux dire, tout le monde a montré la Grèce et l'Italie du doigt, mais enfin la règle, c'était quand même, quand ils arrivaient là-bas, il fallait qu'ils se défadent, pour parler vite. C'est rien de méprisant de ma part, mais c'est quand même une réalité, quoi. Et quand vous voyez arriver sur les côtes des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui arrivent et tout, il y a un moment donné, vous ne pouvez plus. Et c'est en Grèce et en Italie que la tâche a été dévolue par l'Union européenne, sans parler d'ailleurs, d'un autre pays, qui est la Turquie, à qui nous avons passé des accords, l'Union européenne a passé des accords, pour qu'il gère notamment les Libyens, qu'il les garde, ce qui permet à Erdogan, grand démocrate devant l'Éternel, de faire un chantage à l'Union européenne tous les jours en disant « Attendez, si ça ne marche pas, moi j'ouvre, hein, les Libyens ils arrivent. Hein. » Bon, et donc vous avez compris qu'il y en a à peu près 1 million et demi, donc vous avez compris que ça crée un débat qui n'est pas très favorable et très sérieux pour régler les problèmes qui se posent. Quatrièmement, ou cinquièmement, je ne sais plus, assumer que dans ce cadre, ceux qui migrent illégalement en contradiction avec nos règles et nos décisions souveraines doivent être confrontés à un environnement hostile à l'immigration clandestine. Point suivant, en même temps, il faut réaffirmer que le droit d'asile doit, selon nos règles républicaines, être respecté. Et pour qu'il ne soit pas galvaudé, les mesures de rétention administrative pour les déboutés du droit d'asile doivent être appliquées. Les demandeurs non coopératifs doivent être arrêtés, les aides sociales des personnes qui bénéficient déjà de l'asile dans un autre pays européen doivent être limitées, les mineurs doivent pouvoir être reconduits dans leur famille, proches, dès que cela est possible. Tout étranger ayant sciemment séjourné sans titre sur le territoire national, sauf circonstances exceptionnelles et spécifiquement prévues par la loi, ne doit pouvoir être régularisé. L'Allemagne, qui a appliqué ces mesures de ce type, a vu son nombre de demandeurs d'asile baisser de 25% de 2017 à 2019. Il est désormais inférieur à celui constaté en France. Pour conclure, à nouveau, l'immigration n'est à mon sens pas un sujet de société qui devrait nous contraindre à la fatalité, quelle qu'elle soit et quelle que soit la façon dont on envisage, mais devrait être le choix de décisions politiques qu'il s'agit d'affirmer, d'assumer et d'appliquer dans le respect de la loi républicaine, ni plus ni moins. Bravo.